Les amis, bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Cet épisode, il va être un petit peu différent des autres, puisque, vous allez comprendre, voilà, il va être très différent pour plein de raisons. C'était pas du tout un épisode prévu à la base. Encore une fois, vous allez comprendre pourquoi. Mais c'était important pour moi de vous expliquer, en fait, déjà, ce qui s'est passé, parce que je vous avais dit en créant ce podcast que l'objectif n'était pas seulement de vous partager des connaissances, des conseils, etc., mais aussi de vous partager un petit peu l'envers du décor et d'être totalement transparente avec vous sur tout, voilà, tout simplement, de tout vous partager, évidemment. Je vais pas vous dévoiler tout de ma vie privée non plus, mais le but c'était vraiment d'être totalement transparente avec vous surtout, et donc je me voyais pas vous cacher un truc comme celui-là, surtout que ça m'a permis de... Enfin, je trouve qu'il y a des leçons intéressantes qui en ressortent, et c'est surtout de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. Comme vous l'avez peut-être remarqué, j'ai un peu déserté Instagram, en tout cas sur le feed, ces derniers temps, et je vous ai pas posté sur le podcast depuis à peu près 3 semaines, ce qui n'est pas, entre guillemets, le rythme normal. Enfin, c'est pas normal que je vous poste pas. Donc rien que pour ça, c'est important pour moi de vous expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui fait que j'ai dû mettre certaines choses sur pause pour me concentrer pendant un temps là-dessus. J'ai découvert, totalement par hasard, hein, c'était c'était un jour totalement aléatoire, rien de particulier, j'ai découvert ça totalement par hasard. J'en rigole un peu là, hein, mais c'est nerveux, vous allez comprendre pourquoi. J'ai découvert qu'une personne, une de mes clientes plus précisément, avait pas seulement partagé du contenu de mes programmes, mais l'avait également publié sur les réseaux sociaux et commercialisé, notamment dans des livres. Donc quand je dis repris du contenu de mes programmes, je veux dire que cette personne a tout simplement copié, repris mes méthodes, mes exercices, mes concepts, mes idées, parfois des phrases entières, parfois toute la structure en fait du programme. Évidemment, ce sont les mêmes thèmes, voilà, c'est la même, c'est le même positionnement, enfin, voilà, c'est tout pareil, hein, faut pas se compliquer la tête, c'est du copier-coller, parfois des choses sont un petit peu reformulées, ou c'est un peu fait dans un ordre différent, ou voilà, il y a des petites choses qui sont ajoutées qui sont pas de moi, mais grosso modo, la majeure partie du contenu de cette personne, c'est du copier-coller de mes programmes, et ce sont mes méthodes, mes concepts, mes exemples, parfois, comme je le disais, du mot pour mot, qui sont repris dans les contenus publics et payants de cette personne. Et évidemment, tout ça, c'est de la copie, du plagiat. Le terme juridique, c'est contrefaçon. Et c'est bien évidemment totalement illégal, sachant que c'est en plus de ça totalement interdit par mes conditions générales de vente, CGV, que chaque personne, chaque client accepte quand il passe commande sur mon site. Donc quelqu'un qui a acheté, qui s'est procuré mes programmes, accepte du coup à chaque achat de ne pas divulguer le contenu de mes programmes, de ne pas le reproduire et certainement pas de le commercialiser, et précise bien que c'est totalement interdit par la loi. Pour ceux qui voudraient les références, vous pouvez aller voir directement les conditions générales sur mon site. Donc, je découvre ça totalement par hasard.
Je suis absolument pas en train de chercher ça, hein. C'est vraiment... en fait, j'ai eu une intuition par rapport à un truc. J'ai vu un truc bizarre. Je vais pas donner plus de détails. J'ai vu un truc bizarre. Et c'est ce truc bizarre, c'est un truc qui m'a un peu interpellée. J'ai vu ça d'ailleurs, c'est un truc par rapport à un de mes programmes. Je vais pas en dire plus, mais voilà, ça m'a interpellée. Et c'est ça qui m'a mis sur la voie de cette chose-là, comme quoi je dis que c'est arrivé par hasard, mais en réalité, il n'y a jamais vraiment de hasard parce que pour partir de ce truc-là qui m'a interpellée et atterrir sur tout ce que j'ai découvert après derrière, c'est quand même assez fou. Bref. Donc évidemment, au moment où je découvre ça, en plus j'ai découvert les choses, on va dire progressivement. La cerise sur le gâteau ou le poteau rose étant le fait d'avoir découvert les contenus commercialisés en dernier. Et c'est là où la reprise est la pire, parce que là c'est concrètement mes programmes recrachés dans un support qui n'est pas le mien, quoi. Donc évidemment sur le coup c'est indescriptible en fait le sentiment qu'on a à ce moment-là. Évidemment il y a de la colère, il y a de l'incompréhension, beaucoup, parce que moi sur le coup en fait j'ai du mal à réaliser. Sur le coup je tombe des nues, je vois ça et je me dis c'est pas possible, c'est pas réel. Là je suis en train de rêver, je vais me réveiller, ça ne me paraissait pas réel en fait. J'arrivais pas à intégrer ce que j'étais en train de lire. Ça me paraissait totalement irréel. Et ce qui m'a le plus... ce qui a été le plus difficile, c'est vraiment le moment où j'ai pris connaissance et j'ai lu les contenus commercialisés. Parce que là, je me suis vraiment retrouvée face à mon contenu, en fait, mes concepts, mes méthodes, les choses que j'ai pu... Parce que je mets souvent dans mes programmes, vous le savez, j'ai développé sur ces dernières années mes propres méthodes. Évidemment, en développement personnel et en neurosciences d'ailleurs, on réinvente jamais à 100% la roue, mais c'est toujours possible, même encore aujourd'hui, de créer sa propre méthode, de chercher surtout à combler, on va dire, des manques ou des imprécisions dans les méthodes déjà existantes, dans les positions, dans les visions des choses déjà existantes. Et c'est ce que j'ai cherché à faire sur ces dernières années. C'est pour ça que mon contenu dans mes programmes, c'est beaucoup des concepts auxquels moi j'ai donné un nom. C'est des choses, même les étapes par exemple, c'est vraiment des choses qui viennent de moi, de ma réflexion, de mon expérience aussi des coachings. Les méthodes que j'enseigne, ce sont vraiment mes méthodes que j'ai créées de A à Z. Même si il y aura, j'en suis sûre, des similitudes. Moi, j'ai découvert, par exemple, j'ai appris beaucoup de choses sur les thérapies cognitivo-comportementales après avoir déjà créé certaines méthodes. Et j'ai trouvé des similitudes dans des pratiques de TCC qui, du coup, avaient des similitudes avec mes méthodes à moi. Donc ce qui prouve bien que, même sans le savoir, il y a des similitudes entre les méthodes, évidemment. Mais tout ce que j'ai pu vous proposer, ne serait-ce que les étapes, l'ordre dans lequel je vous propose les choses, des réflexions que j'ai pu avoir, etc., des mises en relation de certaines notions sur le cerveau, tout ça, c'est vraiment le fruit de ma réflexion, de mon expérience, de ce que j'ai pu apprendre aussi avec tous les coachings que j'ai pu faire. Les problématiques que j'ai identifiées, c'est grâce au coaching, etc., c'est grâce à mon expérience de coach. Donc,
je sais que mon contenu est particulièrement original, pas dans le sens... c'est dans le sens que c'est moi l'origine du contenu, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, et que c'est un contenu qui est très personnel, parce que directement, ce sont des méthodes et des concepts qui viennent de moi. Bref, donc là je vois mon contenu, mes concepts, mes mots, même parfois mes phrases entières, parfois un petit peu reformulées, mais c'est exactement les mêmes idées originales. Ce sont mes idées originales, mes concepts, que je suis en train de lire. Voilà, c'est devant mes yeux. Alors que ce que je suis en train de lire n'est pas commercialisé par moi. C'est pas un de mes programmes, c'est pas un de mes livres, c'est pas un de mes contenus. C'est quelqu'un d'autre qui commercialise mon travail. Et là, à ce moment-là, c'est là où je commence à réaliser la chose. Je commence à réaliser l'ampleur du truc, la gravité aussi de la situation. Parce que y a déjà eu des gens qui se sont grandement inspirés de ce que j'ai pu proposer, notamment dans des contenus publics. Là, c'est vraiment la première fois que je tombe sur de la copie, en mode copier-coller, de mon contenu payant. C'est déjà arrivé que certaines personnes s'inspirent de ce que j'ai pu poster sur Instagram ou reprennent des passages de mes vidéos YouTube. Et d'ailleurs, je leur avais dit... je leur avais signalé à ce moment-là et les personnes s'étaient excusées et elles avaient soit modifié leur contenu, soit elles m'avaient mentionné. Donc j'en étais restée là. Là, c'est vraiment la première fois que je me retrouve face à quelqu'un qui vole mon travail. Donc je saisis à ce moment-là la gravité de la chose. Et évidemment, il y a plein d'émotions qui me traversent. Évidemment, je suis en colère. J'ai la haine. Je ressens beaucoup d'injustice. Et au bout d'un moment, au fur et à mesure que je découvre en fait tout ça, tous ces sentiments-là, toutes ces émotions, elles finissent par être remplacées par de la tristesse. À un moment donné, j'ai les larmes qui coulent toutes seules en fait. Je suis profondément attristée et peinée de voir que le fruit en fait du travail de toutes ces années, ça fait maintenant 4 ans que j'ai commencé sur les réseaux sociaux, puisque j'ai commencé en mars 2021 officiellement sur YouTube à l'époque. Je faisais même pas encore de coaching à ce moment-là. Tout le fruit de tout ce travail sur 4 ans. Et quel travail ? Je vois je vois tout ça dans un support qui n'est pas le mien. Et là, j'ai vraiment le sentiment, évidemment le sentiment d'injustice, il est prédominant, mais j'ai vraiment l'impression qu'on m'a arraché une partie de moi en fait. C'est peut-être un peu, ça va peut-être paraître fou ce que je dis aux yeux de certaines personnes qui auront du mal à se mettre à ma place, parce que je pense que si on n'est pas coach ou si on n'est pas créatif, parce qu'il y a des personnes qui sont dans l'art ou peut-être dans la musique, la danse, tout ça, des choses créatives, je pense que vous pourrez comprendre ce que je ressens. Ça peut paraître un petit peu fou aux yeux de personnes qui auront peut-être du mal à s'identifier à ça, mais vraiment à ce moment-là, j'ai le sentiment qu'on m'a pris quelque chose qu'on n'avait pas le droit de me prendre. Ce qui en soi est la vérité. Et comme si on m'avait pris une partie de moi en fait. Parce que c'est pas juste des programmes, c'est pas juste du travail. C'est une implication énorme de ma personne
sur les 4 dernières années, implication que j'étais pas obligée d'avoir non plus, parce que à l'époque, au début, j'avais décidé de me concentrer sur un sujet, sur une industrie, une discipline, dont je ne parle plus aujourd'hui. Et en fait, à l'époque, j'aurais pu décider de faire un petit peu comme tout le monde, enfin en tout cas, reprendre, sans copier, reprendre les concepts, les idées générales, ce qui circulait en fait tout simplement déjà sur le sujet à l'époque, reprendre un peu les enseignements classiques par rapport à cette thématique, sans vraiment chercher midi à 14h, sans chercher à sortir des sentiers battus et à apporter quelque chose de nouveau dans ce domaine-là. J'aurais pu faire ça. Mais c'est pas ce que j'ai fait. Et je me suis vraiment beaucoup impliquée, tant en termes du volume de coaching que j'ai pu faire, du volume de programmes que j'ai pu faire, du nombre en fait de personnes que j'ai aidées, qu'au niveau des recherches que j'ai faites, des formations que j'ai pu faire complémentaires, de la réflexion que j'ai pu avoir pour justement développer des méthodes qui étaient quand même un peu révolutionnaires sur cette thématique-là. Attention, je suis pas en train de dire que j'ai complètement révolutionné le dev perso, c'est pas ce que je dis. Mais sur cette thématique-là, je sais que j'ai apporté quelque chose de différent. Voilà. Après, certains qui me suivaient déjà à l'époque considéreront que c'était génial, d'autres considéreront que c'était sans plus. Ça, après, c'est à l'appréciation de chacun. Mais en tout cas, c'est sûr que j'ai apporté quelque chose de différent et de nouveau sur cette thématique-là. Et c'est aussi parce que j'ai investi du temps et de l'énergie pour faire des recherches, pour expliquer certaines choses, pour aller essayer de démêler le vrai du faux. Et c'est quelque chose qui a beaucoup aidé mes clients, mes abonnés, et que tout le monde n'était pas forcément disposé à faire parce que, en effet, ça demande beaucoup d'implication et beaucoup de temps et tout le monde ne sera pas forcément prêt, ne sera pas forcément disposé à s'impliquer de cette manière-là. Donc, le travail que j'ai fourni, il me tient beaucoup à cœur. Je sais le temps que j'y ai mis, le temps que j'ai impliqué là-dedans. Je sais tout ce que ça a représenté parce que un programme, c'est pas seulement quelques semaines de création du programme. C'est des années et des années derrière de réflexion, d'expérience, d'ouvrages qu'on a pu lire, de formations qu'on a pu suivre. C'est énorme, en fait, ce que ça représente, juste un programme. Et moi, j'en ai sorti plein. J'en ai sorti, à vue d'œil comme ça, je dirais plus d'une dizaine jusqu'à aujourd'hui. Il me semble. Je n'ai pas calculé, mais on doit être pas loin d'une dizaine. Donc, voilà, c'est pas juste un travail pour moi. Pendant plusieurs années, tout mon temps libre, quasiment, était investi dans mon propre développement personnel, le fait de développer une activité en parallèle de mon job de salarié à une époque. Donc il y a eu une vraie implication personnelle de ma personne dans mon travail en fait. Donc c'est pas juste un métier pour moi. De toute façon, je pense qu'à partir du moment où on est dans le domaine du développement personnel et plus globalement de l'aide, du fait d'aider les autres, je pense que, et en plus, quand on est entrepreneur, la frontière entre le pro et le perso, elle est un petit peu... elle n'est pas aussi opaque que pour des salariés, on va dire. En tout cas, la plupart du temps. Bref, à ce moment-là, émotionnellement parlant, c'est vraiment la tempête émotionnelle, comme on dit. Cette réalisation-là, elle est compliquée. Je vais pas vous mentir, je vais être honnête avec vous là-dessus. Il y a même eu un court moment où j'ai pensé à tout arrêter. Il y a un moment où je me suis dit, parce que
j'ai été un petit peu, frappée par l'ingratitude, on va dire, de la personne. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça, en tout cas. Là, dans cet épisode, je vous parle vraiment de... Je vous transmets mon avis, ma perception des choses et mon ressenti. Je le précise pour des raisons légales et juridiques. Moi, je l'ai vraiment ressenti comme ça. Je l'ai ressenti un peu comme, évidemment, une injustice et aussi de l'ingratitude, c'est-à-dire dans le sens, je me suis investie personnellement pendant des années pour proposer quelque chose de mieux que ce qui existait sur le marché pour les gens qui étaient intéressés par la thématique que je couvrais à l'époque. Et en fait, aujourd'hui, le remerciement, c'est ça. Le remerciement, c'est je vole ton travail et voilà, je le copie, je le commercialise sans te mentionner, sans te demander l'autorisation, en violation totale des CGV et de la loi. Et en fait, je me suis dit à quoi ça sert tout ce que j'ai fait. Pourquoi je me suis pris la tête comme ça à développer des méthodes, à faire les choses à ma façon parce que je trouvais qu'il y avait des manquements, des choses à améliorer en fait dans des méthodes déjà existantes, des visions déjà existantes. Pourquoi je me suis cassé la tête à faire tout ça si derrière le remerciement c'est ça? Et ça, c'est la voie de la colère. C'est la voie de l'injustice, c'est normal en fait. C'est tout à fait normal d'avoir cette réaction-là. C'est un des premiers points que je voulais vous transmettre dans cet épisode, c'est que aujourd'hui dans le dev perso, il y a beaucoup ce discours il y a beaucoup cette injonction au positif. Il faut être positif tout le temps, il faut pas s'énerver, il faut rester calme, il faut toujours voir le bon côté des choses. Et il y a du vrai là-dedans, je suis pas en train de dire qu'il faut pas... il faut bannir ça. C'est pas une question de c'est l'un ou c'est l'autre. Mais toute émotion doit être ressentie. Et il faut impérativement s'autoriser à ressentir ces émotions-là. C'est pour ça que je suis pas d'avis. Je suis pas dans le clan des gens qui disent que voilà, il faut rester calme, il faut pas exprimer, il faut pas ressentir ces émotions négatives entre guillemets. Je mets des guillemets à négatives parce que c'est même pas une bonne étiquette à mettre dessus. D'ailleurs, le docteur Gabor Maté, qui est spécialisé dans les traumas, parle de la colère saine. C'est-à-dire que il faut exprimer. Il y a une colère qui est justifiée, qu'on va ressentir face à des actes, face à des choses vis-à-vis desquelles il est normal de ressentir de la colère. Et cette colère, elle doit être exprimée. Parce que si elle n'est pas exprimée, je ne vais pas vous faire tout un speech là-dessus. Je pourrais y revenir, si vous voulez, dans un autre épisode. Mais si cette colère est réprimée, elle n'est pas exprimée, elle est étouffée, ça va causer des problèmes internes, notamment au niveau de notre immunité et par rapport... je recherche le terme, par rapport... ça va jouer sur des maladies auto-immunes, je cherchais le terme. Et donc, bref, globalement, ces émotions-là, il faut les ressentir. C'est sain de les ressentir. Là où ça va poser problème, c'est quand on va agir par rapport à ces émotions-là. C'est-à-dire que on va ressentir cette colère et à cause de cette colère, on va perdre complètement la raison. Quand les émotions sont trop fortes, la partie rationnelle de notre cerveau, elle part en congé. Voilà, faut pas compter sur elle. Elle est plus en activité à ce moment-là. Elle est totalement inhibée par la partie des émotions. Et donc, on ne peut pas poser les bonnes actions si on les pose avec la partie des émotions qui est en suractivation, qui est hyperactivée, et la partie rationnelle qui s'est barrée, quoi.
enfin qui est en mode pause, en repos. L'idée, c'est de ne pas laisser des émotions très fortes nous amener à poser des actions qui ne seront pas les bonnes. Voilà. Mais les ressentir, c'est très important. Donc à ce moment-là, je me suis autorisée, je me suis laissée ressentir cette colère, cette injustice, même cette tristesse, sans chercher tout de suite à me remettre dans un truc positif, à relativiser. Non, au début, j'ai pas cherché à faire ça. J'ai ressenti ces émotions-là parce que je savais que plus vite je m'autorisais à les ressentir, plus vite ça allait passer, puisque le corps a pu évacuer ce qui devait être évacué, et plus vite ensuite, j'allais pouvoir agir avec les idées claires et sans être dans la surréaction émotionnelle. Donc ça, c'est un premier point qui est très important et que je veux que vous reteniez. C'est normal, face à certaines situations, d'être en colère, d'être triste, c'est normal et il faut pas chercher à étouffer ça. Par contre, attendez que ça se calme avant d'agir, avant de poser des actions. Parce que si j'avais posé des actions à ce moment-là, le cours des choses n'aurait pas du tout été le même. Et ça aurait été très néfaste pour moi. Et ce que je voudrais dire aussi à ce sujet, c'est que la colère, quand on ressent de la colère à ce moment-là et qu'on ne cherche pas à l'étouffer, qu'on ne cherche pas à la remplacer par quelque chose de positif, etc., la colère, pour moi, elle est essentielle à ce moment-là pour poser les bonnes actions. Si on n'est pas en colère à ce moment-là, on ne va pas faire ce que j'ai fait par la suite, c'est-à-dire faire ce qu'il faut pour faire respecter ses limites et pour protéger son travail. C'est-à-dire, notamment, moi, dans mon cas, aller porter plainte. Si on minimise, parce qu'en fait, c'est ça le piège, c'est que si on cherche à être dans le truc de « il faut impérativement rester positif, étouffer ses émotions, etc. », le piège, c'est de minimiser ce qui s'est passé. Et de tomber dans le « bon, finalement, c'est pas si grave ». Parce que si, c'est grave. Et il ne faut pas que cette pensée positive, elle devienne, elle se transforme en une injonction qui vous amène à ne plus vous respecter, ne plus vous faire respecter, et parce que ça va nuire à votre estime de vous et à l'estime que vous portez, que vous avez vis-à-vis de votre travail. Donc ça, déjà, c'est un premier point. J'ai laissé ces émotions passer. Et puis ensuite, la tête froide, j'ai entamé la procédure, j'ai entamé les procédures qui devaient être entamées. Et d'ailleurs, le fait d'aller porter plainte, ça m'a fait beaucoup de bien à ce moment-là et ça a vraiment marqué un tournant, en tout cas émotionnellement, parce que ça a été vraiment le symbole, au-delà bien sûr du fait que c'est absolument nécessaire dans ce cas de figure, ça a été vraiment un symbole de la représentation du fait que je protège ma propriété intellectuelle. J'ai vraiment vécu ça en fait comme un acte d'intégrité, d'incarnation aussi de ce que j'enseigne, j'y reviendrai juste après. Et je pense que c'était absolument nécessaire de poser cet acte pour défendre mon travail, défendre ma propriété intellectuelle, ce qui m'appartient. Et à ce moment-là, c'est un signal fort que j'envoie à mon cerveau de en fait, je tolérerai pas qu'on s'approprie ce qui m'appartient et je vais pas me laisser faire quand mes limites ne sont pas respectées. Voilà. Et ça marque vraiment un tournant par rapport à comment j'aurais géré la chose il y a une dizaine d'années, par exemple. Il y a une dizaine d'années, je pense que j'aurais intériorisé
cette colère, cette injustice. Et je pense que je me serais plus laissé faire, entre guillemets. Je pense que j'aurais moins aussi minimisé... Enfin, je pense que j'aurais plus minimisé la qualité de mon travail et l'importance du travail que j'avais fourni. Et je pense que c'était aussi important de marquer ce truc-là de maintenant, peu importe le sujet, je me fais respecter. Et quoi qu'il arrive, si mon travail n'est pas respecté, ma propriété n'est pas respectée, ma personne n'est pas respectée, je ferai ce qu'il faut pour que justice soit faite, en gros. Pour moi, en fait, à ce moment-là, protéger mon travail, et c'est ce que je fais de par cet acte-là, c'est me respecter. C'est me respecter et c'est un acte qui est hyper fort quand je sais que par le passé, pas forcément dans le même contexte, je me suis pas forcément fait respecter. Donc là, c'est un acte qui est vraiment hyper important pour moi à ce moment-là. Et puis au-delà de ça, une fois que ça s'était fait, j'ai pu me poser, là, à ce moment-là, une fois que les émotions ont été ressenties, alors il y a toujours, évidemment, le sentiment d'injustice, etc., mais on n'est plus, entre guillemets, dans une tempête émotionnelle, vous voyez ? Parce que même face à la police, etc., j'ai gardé la tête froide, j'y reviendrai tout à l'heure de toute façon. Et donc, au moment où j'ai fait ça, là, je me pose pour revenir un petit peu sur toutes les pensées que j'ai pu avoir les jours d'avant. Et il y a une chose en particulier qui ressort de ça, parce que je commence à voir comment je peux voir les choses sous un autre angle que simplement on m'a volé mon travail, on m'a volé mon contenu, c'est une attaque contre moi, c'est pas juste, c'est pas normal, c'est illégal, on devrait pas faire ça, etc., etc. Ce qui reste vrai, ça reste tout à fait vrai. Mais comment est-ce qu'on peut injecter une autre version en plus de ça ? Comment est-ce qu'on peut injecter d'autres visions de voir les choses pour pouvoir vivre, pour pouvoir mieux vivre la chose, mieux la supporter et moins en souffrir. C'est ça l'objectif à ce moment-là de je me pose et j'essaye d'analyser un petit peu les choses différemment. En tout cas, pas pour nier, encore une fois, les faits, c'est absolument pas le but, pas pour les excuser non plus, parce qu'il n'y a pas d'excuse à ça, étant donné que la loi, elle est très claire, les conditions générales de vente, elles sont très claires. Après, il y a des personnes qui sont pas très respectueuses, pas éthiques, pas morales. Bon, ça, c'est un sujet. Mais la loi et les règles, elles étaient clairement établies. Donc, il n'y a pas d'excuses, on ne peut pas chercher d'excuses, on ne pourra pas trouver d'excuses à cet acte-là. Par contre, on peut en retirer du positif, à toute cette histoire. Pas à ce que la personne a fait, mais à toute cette histoire. Ou en tout cas, trouver des moyens de moins en souffrir, de le vivre mieux comme je le disais. Et c'était exactement ça mon but à ce moment-là. Et donc la première chose que je réalise déjà, c'est que ça me fait énormément apprécier. Enfin, j'ai une nouvelle appréciation, en fait, pour le travail que j'ai fourni. Parce que quand on est dedans, quand on est en plein dedans, déjà, souvent, on a tendance à être concentré sur ce qu'on est en train de faire ou sur ce qu'on prévoit de faire, ce sur quoi on est en train de bosser pour le futur. Et c'est vrai que, pour moi, en tout cas, c'était assez rare de revenir en arrière pour réaliser tout le travail que j'avais
que j'avais réalisé. Alors bien sûr, j'en ai conscience. Mais le fait de devoir me replonger dans d'anciens programmes et de ne faire que ça, d'ailleurs, pendant un certain temps pour collecter les preuves, tout ça, ça m'a fait reprendre conscience de tout ce que j'avais créé, en fait, parce qu'on a tendance un petit peu à oublier finalement la quantité de méthodes, de concepts, de choses qu'on a produites. Et là, à ce moment-là, je me suis dit que je pouvais être vraiment fière de tout ce que j'avais fait. Parce que là où, juste avant, je me disais à quoi ça sert de faire tout ça, à quoi ça sert de sortir des sentiers battus, etc., à tête reposée, là, c'était remplacé par vraiment ce sentiment de fierté de « ouais, c'est quand même pas rien tout ce que j'ai fait ». Et je me suis impliquée et c'est là aussi où je me suis dit « il est hors de question que j'arrête ce que je suis en train de faire ». En tout cas, c'est pas quelqu'un d'autre c'est pas les actions de quelqu'un d'autre qui va diriger et décider de si j'arrête ou si je continue ce que je fais, en fait. À la limite, j'ai envie de vous dire, j'ai même pas besoin... moi, je sais ce que j'ai créé. Je sais ce qui vient de moi, je sais l'investissement qu'il y a eu derrière, etc., le travail fourni. Et à la limite, j'ai envie de vous dire, j'ai même pas besoin que les autres le sachent. Moi, je le sais. Et du coup, j'ai eu un gros sentiment de fierté de en fait, c'est vraiment pas rien ce que t'as fait. Et en plus, si on remet ça dans le contexte, oui, ça a été... il y a une personne qui a abusé de ça, mais combien de personnes à côté de ça ont bénéficié de ces conseils, ont appliqué ces méthodes et ont vu leur vie complètement changer grâce au travail que j'ai fourni à mon implication. Et ça, c'est beaucoup plus important. Ça pèse beaucoup plus lourd dans la balance pour la question de qu'est-ce que je fais à partir de maintenant, en fait. Donc pour moi, à ce moment-là, il n'est plus du tout question d'arrêter quoi que ce soit ou de moins m'impliquer. J'y reviendrai par la suite, mais à ce moment-là, ça me donne encore plus envie de créer encore plus de nouvelles méthodes. En fait, ça me donne envie de m'impliquer encore plus et de faire des choses qui sortent encore plus des sentiers battus, que ce soit dans la forme, dans les concepts, peu importe. Et c'est vraiment le message que je veux vous faire passer ici, c'est oui, c'est violent quand ça nous arrive. Oui, on le sait de toute façon dès le départ que c'est un risque que notre contenu soit copié, plagié, contrefait, peu importe le terme qu'on utilise. On le sait, on en a conscience. Et ça fait vraiment pas du bien. Mais il faut continuer quand même. Il faut continuer quand même à créer des nouvelles choses, à innover, à faire les choses qui nous semblent correctes. Si on pense qu'il y a des choses à changer dans l'industrie dans laquelle on évolue, etc., faut pas hésiter à le faire. Et moi, je vous encourage, malgré ça, à continuer à sortir des sentiers battus. Parce qu'en fait, tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez apporter, vous le faites pour les gens qui vont en bénéficier. Vous le faites évidemment pour vous aussi. C'est important d'être fier de soi et de pouvoir se dire, je ne me suis pas contentée du minimum syndical, je suis allée m'impliquer beaucoup plus. C'est important aussi de pouvoir être fier de ce qu'on fait. Et en fait, tout ce que vous allez fournir, personne ne pourra vous l'enlever. C'est là où, en fait, la colère, la tristesse, etc., elles avaient tort, entre guillemets. En tout cas, les pensées que ça m'a fait avoir à ce moment-là n'étaient pas totalement vraies. Parce que, en réalité, cette personne, oui, c'est indéniable. Elle a volé mon travail. Dans les faits, c'est indéniable. Mais ce qu'elle ne pourra pas m'enlever, c'est mon expérience, c'est mon implication, c'est toutes les choses que j'ai pas encore partagées,
c'est ma façon de réfléchir, ma créativité aussi. Bref, tout ce qui fait la différence à ce niveau-là et tout ce qui va bien au-delà de simplement des informations qu'on vous donne, de la connaissance qu'on vous livre. Et ça, c'est vraiment un truc que je veux que vous reteniez. Et moi, j'avais besoin de ce rappel-là à ce moment-là. Enfin, ça a été vraiment bénéfique pour moi d'avoir ce rappel-là. Personne ne peut être vous. Et personne ne peut faire exactement la même chose que vous. C'est-à-dire que oui, on pourra éventuellement, enfin, ça reste encore une fois répréhensible et illégal, mais oui, éventuellement, peut-être que des personnes reprendront vos idées, des concepts, des choses sur lesquelles vous avez travaillé pendant longtemps et dont vous étiez fiers, etc. Mais le truc, c'est que ça ne sera jamais à la hauteur de ce que vous avez pu faire. Ça ne sera jamais aussi qualitatif que ce que vous avez pu apporter. Parce qu'en fait, il va manquer l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi ? C'est vous, en fait. Enfin, quand je dis vous, c'est votre vécu, votre expérience, la réflexion que vous avez eue derrière ça. Parce que quand je propose un programme, en fait, c'est la finalité du truc. C'est le produit fini. C'est mes conclusions sur certaines choses. Mais avant d'en arriver là, il y a des recherches, il y a de la réflexion. Et en fait, ça, c'est ce qu'on va retrouver dans tous mes programmes et dans tout ce que je vais faire. La personne, elle peut reprendre la finalité, mais elle n'aura pas ma façon de réfléchir. Elle n'aura pas la réflexion qui m'a amené à ça. Donc elle ne pourra pas le reproduire, en fait, ça. C'est pour ça que tout ce que vous allez faire, et je fais une parenthèse, je parle aussi de tout ce qui va être dans votre vie personnelle, parce que là, je parle du professionnel, évidemment, parce que c'est mon cas de figure, mais il y a des personnes aussi qui vont être concernées par ce sujet, par ce thème, dans leur vie perso. Même si une personne, elle vous fait ça, ça ne sera jamais qu'une pâle copie de ce que vous avez proposé. Enfin, ça ne sera jamais qu'une pâle copie de l'original. La copie ne peut jamais être aussi bonne ou dépasser l'original. Parce qu'encore une fois, il va manquer l'essentiel. La personne, elle ne peut pas expliquer comment elle en est arrivée à ces conclusions-là. Elle ne peut pas fournir et elle ne peut pas reproduire la réflexion qu'il y a eu derrière. Elle n'a pas l'expérience, elle n'a pas le vécu. C'est juste quelqu'un qui va essayer de faire comme vous, mais qui ne sera jamais vous. Donc en fait, le résultat sera jamais à la hauteur de ce que vous pouvez apporter. Surtout que vous allez continuer à évoluer, à vous améliorer. Et cette personne-là, si tout ce qu'elle sait faire, c'est copier, en fait, elle va continuer à stagner. Elle n'a pas les ressources nécessaires que vous avez pour aller encore plus loin. C'est pour ça qu'au début, et ça c'est un point qui est vraiment important, parce que je pense que ça arrive à beaucoup de personnes, au début, on le vit comme une attaque personnelle. Surtout que moi, je fonctionne beaucoup sur la confiance. C'est-à-dire que j'estime, à tort ou à raison, après vous me donnerez votre avis là-dessus si vous voulez, j'estime que les personnes qui achètent chez moi, déjà sont des personnes qui ont conscience que je suis capable de leur apporter le résultat qu'elles viennent chercher. Donc, ce sont des personnes qui ont une haute estime de mon travail, parce que sinon, on ne va pas investir chez quelqu'un si on pense que son travail, il est médiocre. Je pense pas. Donc, j'estime que ce sont des personnes aussi qui m'estiment, moi, un minimum, parce que, personnellement, je n'irai pas investir de l'argent auprès de quelqu'un que je déteste. Détester, c'est peut-être un peu fort. Je ne sais pas s'il y a des gens que je déteste vraiment, mais en tout cas, je ne vais pas aller investir de l'argent auprès de personnes que j'apprécie pas ou que je trouve problématiques, par exemple. Et puis, j'estime que ces personnes me font confiance. Si elles investissent, c'est qu'elles me font confiance pour délivrer. Donc moi, je leur fais confiance aussi. Je leur fais confiance par rapport au fait qu'elles ne vont pas ne pas respecter leur engagement. Et l'engagement client,
il est dans les conditions générales de vente qui sont acceptées à chaque achat, qui est notamment de ne pas partager, ne pas diffuser, ne pas reproduire, commercialiser, etc., etc. Donc moi, je fonctionne là-dessus. C'est pour ça que je ne flique pas tous mes clients pour voir si... je ne suis pas en mode un peu parano à fliquer tout le monde pour voir si les gens ils sont pas en train de diffuser, de reproduire, de commercialiser. Non, je fonctionne à la confiance. Donc il y a aussi un peu ce truc de quand une personne fait ça, la confiance s'est rompue en fait. Il y a un côté un peu de trahison. Je pense qu'on peut employer ce terme de trahison à ce moment-là. Trahison, non-respect du contrat, mais aussi de la confiance. Il y a aussi je pense qu'on peut considérer qu'il y a un non-respect, enfin une rupture de la loyauté. Je pense qu'on pourrait l'exprimer comme ça. Et donc c'est normal, dans un premier temps, de le prendre personnellement et de se dire comment la personne a pu me faire ça, en fait. Il y a le comment la personne elle a pu faire ça, comment quelqu'un peut faire une chose pareille. Et puis après, il y a le comment cette personne-là, parce que moi, encore une fois, je fais confiance à mes clients, comme j'estime qu'ils me font confiance, comment cette personne a pu trahir ma confiance. Parce que si je pense qu'une personne, elle va pas respecter les engagements en participant à un programme, je vais pas la laisser faire. Donc là, si je laisse les gens accéder à mes programmes, à mon travail, c'est quelque part, je leur fais confiance. Donc, il y a ce côté-là. Et c'est normal au début de le prendre vraiment personnellement et d'en vouloir à la personne. C'est une réaction qui est tout à fait normale et pour moi qui est même tout à fait saine dans une situation comme celle-là. Après, ce que je me suis dit, c'est que sans chercher à excuser, sans chercher ni même à justifier ou à effacer, encore moins, l'acte en question, je me suis quand même interrogée sur est-ce que c'est vraiment purement des attaques personnelles, finalement ? Et dans un sens, je pense que certaines personnes vont faire ce genre de choses vraiment pour être mauvais, ou vraiment pour nuire, pour attaquer, voire peut-être pour blesser la personne en face. Je pense que oui, en effet, que ce soit parce que ces gens-là ont un mauvais fond, ou que ce soit parce qu'ils sont jaloux, ils veulent se venger de quelque chose, peu importe. Je pense qu'il y a des gens qui vont vraiment copier, plagier, faire de la contrefaçon, comme une attaque contre la personne concernée. Mais je pense aussi que beaucoup de personnes vont pas le faire que pour ça, ou vont pas le faire principalement pour ça, donc pas pour vous faire du mal à vous, mais plutôt parce que eux sont vraiment mal, vont vraiment mal. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que il y a un truc qui est assez évident, c'est que dans la copie, il y a de l'admiration. On ne va pas copier, voler un contenu qu'on trouve médiocre. On ne va pas aller jusqu'à enfreindre la loi pour un contenu qu'on considère médiocre, voire même encore pire. Donc dans la copie, il y a ce côté de je reconnais la qualité du travail de la personne. Potentiellement, j'aurais envie d'avoir les mêmes résultats que cette personne. J'envie, la notion d'envie, elle est importante. J'envie la vie de cette personne ou les résultats qu'elle a grâce à tout ce qu'elle a développé ou même simplement le travail qu'elle fait, puisque là, on est sur quelqu'un qui finalement a voulu faire exactement la même chose que moi, en parlant du même sujet, en faisant des contenus sur ce sujet-là, le sujet que j'abordais avant.
Et finalement, il y a cette notion de moi, je ne me sens pas capable, je ne me considère pas capable de faire aussi bien, de faire mieux, ou de fournir la même réflexion, la même implication, le même travail. Et donc, le chemin le plus simple à ce moment-là, c'est directement de copier ce qu'on a vu. C'est le plus simple à faire. Alors évidemment, il y a aussi l'aspect de... Il y a des personnes qui vont pas trop avoir de scrupules et se dire pourquoi je me casserais la tête à développer ma propre méthode ou à faire les choses à ma façon, sachant que ça va me demander du temps, de l'investissement, de l'énergie, alors qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait ce travail-là de son côté, on va dire, qui a déjà fourni ce travail-là. Moi, à la limite, j'ai plus qu'à recopier ce que la personne a fait, ce qui, je le reprécise, reste totalement illégal. Et je pense que cette notion-là, elle est importante à considérer pour shifter un peu ce qu'on ressent par rapport à la personne. Parce que si on garde un peu cette noirceur, la noirceur un peu de la colère, ce poids, parce que la colère, quand elle perdure, quand on s'y accroche, je trouve qu'il y a vraiment cette idée de... Elle nous plombe de l'intérieur, en fait. Ça pourrit un peu à l'intérieur. Ça nous plombe, c'est un poids. Donc je trouve que le fait de shifter ça vers... En fait, maintenant, j'ai plus de la pitié pour cette personne, dans le sens où son acte, finalement, est un peu un aveu de « moi, je ne me sens pas capable, mais j'admire ton travail, j'admire ce que tu as fait, je reconnais la qualité de ce que tu as fait. Et du coup, comme moi, je t'envie, j'ai envie d'être comme toi, de faire comme toi, j'ai presque envie de prendre ta place, finalement. Parce que j'envie tout ce que tu as fait, tes méthodes, etc. Mais moi, je me sens pas capable de reproduire ça à ma façon, on va dire. Et du coup, la meilleure option, c'est la copie. Et je me dis aussi qu'il faut être particulièrement désespéré, entre guillemets, pour aller jusqu'à enfreindre la loi pour mettre fin à une souffrance. Parce que, potentiellement, derrière, encore une fois, c'est des hypothèses que je formule, j'affirme rien par rapport à la personne dans mon cas de figure, mais c'est des hypothèses, je trouve, qui sont intéressantes à aborder. Quand on voit quelqu'un réussir, développer des bons contenus dont on envie, le métier, la façon de faire les choses, la vie que la personne a, etc. En fait, c'est très simple de se dire, si je fais exactement comme cette personne, je publie les mêmes concepts, les mêmes méthodes, je fais les choses exactement pareil, je copie tout, en fait, j'aurai le même parcours, j'aurai les mêmes résultats. Et moi, comme je lui envie tout ça, je vais le faire comme ça directement, c'est le truc le plus simple. Mais la personne ne va aller jusqu'à enfreindre la loi que si la souffrance, à mon sens, que si la souffrance de sa vie actuelle est extrêmement forte, en fait. C'est-à-dire que le fait de copier est perçu comme une façon de mettre fin à une souffrance. C'est pour ça que je parle de pitié, vous voyez ? Parce qu'il y a un peu cette notion de, finalement, cette personne est probablement très mal dans sa vie, parce qu'il faut quand même y aller pour aller jusqu'à enfreindre la loi, pour mettre fin à une souffrance. En tout cas, c'est une hypothèse, c'est une possibilité. Et après, si c'est plutôt l'option de cette personne avait très bien conscience de ce qu'elle faisait, mais elle n'avait aucun scrupule à le faire,
parce que c'est sa façon d'être, elle n'a pas les valeurs de respect, de morale, etc. Bon bah, qu'est-ce qu'on pourrait ressentir d'autre face à quelqu'un qui manque d'éthique, qui manque de respect, qui manque de morale? Qu'est-ce qu'on pourrait ressentir d'autre que de la pitié? Je pense qu'à ce moment-là, on peut que être, quand on est dans ma position, on peut que être dans une position d'être, comme on dit en anglais, the bigger person, d'être, comment on dit en français, d'être au-dessus de ça en fait, d'être la personne la plus intelligente entre guillemets des deux, et de vraiment garder en tête qu'en fait, bon, nous on se rabaisse pas à ce genre de choses. Nous on a notre éthique, notre respect, ça fait partie de nos valeurs. On a la morale. Et donc, on se rabaissera pas à ce genre de choses. On est au-dessus de ça. Je pense que toutes ces choses-là, la jalousie, l'envie, je suis pas sûre que ce soit vraiment de la colère, enfin que ça doit nous inspirer, à laquelle on doit se raccrocher. Je pense que la pitié, c'est plus adapté. Et ça nous fait moins souffrir, du coup, au quotidien. Ce shift-là. C'est important, et je voulais revenir aussi là-dessus, de bien définir et que ça soit bien clair, en fait, pour nous, la frontière entre l'inspiration et le vol. Copier, même si ça vient d'une admiration du travail de quelqu'un, c'est pas rendre hommage. C'est un manque de respect. Au-delà de l'illégalité et tout ce qu'on a déjà évoqué. Et j'ai l'impression que pour certaines personnes, la frontière entre l'inspiration et le vol, elle est finalement assez mince. Mais je suis pas d'accord avec ça. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse sur un truc que j'ai pas précisé, c'est que la personne en question, dans ses contenus, que j'ai bien pris le temps d'analyser, de lire et de relire, d'où le fait que j'ai été absente sur d'autres sujets pendant un certain temps, parce que ça m'a pris pas mal de temps. Cette personne, elle dit bien, évidemment sans me mentionner à chaque fois, mais elle explique bien dans ses contenus, etc., que elle reprend, en fait, ma vision, ma méthode, les termes, moi, que j'ai donnés à tout ça. Elle dit bien que avant de connaître tout ça, elle pataugeait dans la semoule, elle n'y arrivait pas. Et au moment où elle a découvert chez qui, à votre avis? Chez Bibi, bien sûr, mais ça, elle ne le dit pas. Quand elle a découvert comment fonctionnaient vraiment les choses, et notamment avec l'aspect neurosciences, etc., quand elle a découvert tout ça, là, ça a changé. Là, elle a commencé à avoir des vrais résultats. Évidemment, dans un premier temps, on se dit, c'est quand même abusé, quoi. La personne, elle reconnaît indirectement et pas en me nommant, mais elle reconnaît que c'est grâce à mon travail et à mes programmes que sa vie a changé. Et qu'elle a eu des résultats et que c'est vraiment efficace. Mais elle me mentionne pas. Elle dit pas que en fait c'est grâce à moi, que ça vient de moi, etc. Juste, voilà. Elle s'approprie ces méthodes-là comme si c'était les siennes. Et encore une fois, je comprends que ça soit tentant. Ça n'en reste pas moins illégal. Immoral, répréhensible, tout ce que vous voulez. Mais ça montre encore une fois que la personne, il y a une sorte d'admiration, de reconnaissance en tout cas, de la qualité de mon travail à ce moment-là. Elle admet finalement, moi je le sais du coup, parce que je sais que ce sont mes programmes qui sont à l'origine de ça et qui sont repris dedans, elle admet que c'est grâce à ça qu'elle a évolué. Ce qui, évidemment, renforce encore plus l'hypothèse de l'admiration, mais ce qui aussi, du coup, c'est un peu à double tranchant, renforce aussi le côté d'injustice, en fait.
le côté de... c'est encore plus injuste de faire ça. C'est que la personne sait que c'est grâce à mes méthodes, mes programmes, le travail que j'ai fourni, etc., qu'elle en est là. Mais à aucun moment, elle me cite ou elle rend à César ce qui appartient à César, quoi. Non. Donc ça renforce encore plus l'injustice du truc. Parenthèse fermée. Pour moi, il y a une grosse différence entre la copie, / le vol, et l'inspiration. Pourquoi ? Parce qu'en fait, des programmes, des formations, des accompagnements, j'en ai fait plein. Vous le savez, hein, mes connaissances en neurosciences, elles me sont pas tombées du ciel. Un matin, je me suis réveillée, ah tiens, je sais comment fonctionne le cerveau, système limbique, nanana. Pas du tout. Donc vous vous doutez bien que je me suis formée, j'ai emmagasiné depuis plusieurs années des connaissances sur plein de thématiques et sous-thématiques et tout ce que tu veux. Donc vous vous doutez bien que c'est pas tombé du ciel. Seulement, jamais je ne franchirai la barrière de copier, de voler le contenu de quelqu'un chez qui j'ai suivi un programme, une formation, peu importe. Déjà pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, dans le sens où moi-même, quand je participe à un programme, une formation, peu importe, c'est que je respecte énormément la personne qui... le formateur, l'accompagnateur, peu importe, je respecte énormément cette personne. Pour moi, c'est une évidence en fait, c'est ma façon d'être, c'est mon éducation, c'est inné chez moi, le respect, l'éthique, la morale, c'est comme ça. Mais en plus de ça, en règle générale, ce sont des personnes, au bout d'un moment, soit des personnes que je suis déjà depuis un moment, soit que je respecte déjà de base, parce qu'il faut respecter les gens, mais que je respecte en plus de par leur parcours, leur expertise, qu'ils ont apporté de nouveau dans le domaine, etc. Et en fait, je respecte la personne et son travail. Et j'ai de l'estime pour la personne et pour son travail. Donc en fait, ça me viendrait même pas à l'esprit d'oser faire un truc pareil. Genre pour moi, c'est inimaginable. Je sais pas comment... En fait, c'est comme si je vous ai parlé sur mon podcast du fait que je suis accompagnée pour mes TCA, etc. par Haïdar. C'est comme si demain, je décidais... Parce que ça, c'est un truc qui arrive, je pense, chez beaucoup de personnes qui pensent que parce qu'elles ont suivi une méthode, parce qu'elles ont appliqué une méthode dans leur vie, ça leur donne le droit de commercialiser ensuite cette méthode. Et ça reste de la copie et ça reste de la contrefaçon. C'est comme si demain, je me disais, parce que j'ai appliqué la méthode d'Haïdar dans ma vie, que grâce à cette méthode, j'ai eu les résultats attendus, je me suis sortie des TCA, etc., etc. Aujourd'hui, parce que moi aussi, je suis coach, moi aussi je fais des programmes, je vais sortir un programme sur le sujet des TCA, je vais transmettre la méthode que j'ai suivie, parce que je ne vais pas transmettre une méthode que je ne sais même pas si elle a fait ses preuves ou pas. Donc je vais transmettre la méthode que j'ai suivie, qui est donc du coup la méthode d'Haïdar. Puis comme je peux pas non plus, je suis pas complètement bête, je vais pas faire du mot à mot. Évidemment, vous doutez bien que les personnes qui copient font pas du mot à mot sur l'entièreté du truc, en règle générale. Parce que les gens se disent que juste en reformulant 2-3 trucs, ça va passer. Non, ça ne passera pas. Ça reste quand même illégal. Voilà. C'est comme si Haïdar, dans son programme, il y a le concept de la pyramide. C'est comme si moi, demain, je sortais un programme sur les TCA et que j'appelais ça la montagne. Mais à l'intérieur, c'est exactement les mêmes trucs. C'est les mêmes notions, c'est la même méthode, c'est même parfois les mêmes phrases, les mêmes exemples, etc. Mais juste, j'ai changé 2-3 éléments et puis ça passe. Jamais de la vie, je ferai ça. Impossible. Pour moi, c'est inenvisageable. Je serais même pas capable. Déjà, si je faisais ça, je pourrais plus me regarder dans le miroir. Mais de toute façon, j'arriverai même pas jusque-là parce que c'est tellement pas aligné avec mes valeurs et ma façon d'être
que je m'auto-saboterais pour pas aller jusqu'au bout du truc. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que, par contre, toutes les personnes chez qui je me suis formée, j'ai pu suivre des accompagnements, des trucs comme ça, m'ont inspirée. Ces personnes m'ont inspirée. Mais pas dans le sens où je vais reprendre leurs méthodes et me les approprier et machin truc. Non. Elles m'ont inspirée dans leur façon d'être, dans leur façon de délivrer les choses. Haïdar, par exemple, ce que j'admire, entre guillemets, chez lui, ou ce qui m'inspire chez lui, c'est que je trouve qu'il a du tact. Ce dont moi, je trouve que parfois, je peux manquer un petit peu. En tout cas, je pense que parfois, je pourrais délivrer les choses avec un peu plus de douceur. Voilà. Après, c'est ma façon d'être. Mais ça m'inspire chez lui, cette façon d'être... moi, c'est vrai que parfois, je peux être un petit peu froide, en fait. J'ai le sentiment d'être parfois un peu froide. C'est pas un manque de bienveillance, hein. Et chez lui, j'ai remarqué qu'il y avait vraiment cette chaleur, cette douceur, cette réassurance. Vraiment ce truc de... Je suis cash dans mes explications, je te dis les choses comme il faut. Mais il y a beaucoup de « ça va aller, je suis fière de ce que tu fais, etc. » Et moi, c'est vrai que je trouve que je pourrais avoir plus ce côté-là. Bref. D'ailleurs, vous me direz ce que vous en pensez. Ça sera intéressant pour moi de le savoir. Ça m'inspire chez lui. Donc je peux m'inspirer de lui sans le copier. Ça n'a rien à voir. M'inspirer de sa façon de délivrer les choses, ça ne veut pas dire que je vais copier ses méthodes et que je vais commencer à faire le même programme que lui et le copier surtout et me reconvertir dans le coaching pour les TCA. Non, c'est deux choses mais complètement différentes. Et d'ailleurs, ça me permet de revenir sur un point qui me semble quand même essentiel, même si, encore une fois, je remets les choses dans le contexte, c'est la première fois qu'une chose pareille, en tout cas d'une telle envergure, arrive. C'est la première fois que je me retrouve obligée de porter plainte contre quelqu'un, etc. Donc, je sais quand même que c'est l'exception et pas la norme. Et ça va pas changer le fait qu'il y a plein de clients en qui j'ai totalement confiance et même avec qui j'échange régulièrement. Il y a des personnes, moi maintenant, que je considère comme des amis ou quasiment comme des amis. En tout cas, ce sont des personnes proches en qui j'ai totalement confiance d'ailleurs. Mais je voulais quand même revenir sur ce point-là, au cas où ce ne serait pas forcément clair pour tout le monde. Quand vous parlez d'une méthode que vous avez apprise, de notions que vous avez apprises quelque part, d'un concept, bref, quand vous évoquez publiquement quelque chose, quoi que ce soit, peu importe, un truc que vous avez appris de quelqu'un d'autre, d'un coach, d'un formateur, d'un auteur, d'un écrivain, etc., vous devez mentionner cette personne. C'est obligatoire. C'est le bon sens, mais c'est aussi la loi. C'est ce que j'ai fait, notamment quand je vous ai parlé de mes TCA et que je vous ai parlé d'Haïdar. Je vous ai donné son nom, j'ai donné sa chaîne, j'ai posté une story sur Instagram, je l'ai tagué. Celui qui a suivi tous mes contenus et qui n'a pas compris que tout ce parcours, déjà que j'ai été accompagnée et que tout ce que je transmettais sur le sujet, parce que j'en ai parlé aussi dans l'épisode où je reviens sur mon parcours, etc. Celui qui n'a pas compris que tout ça ne m'est pas venu, un bon matin comme ça m'est tombé dessus, mais que tout ce que j'ai appris sur le sujet, ça me vient d'Haïdar, celui qui n'a pas compris ça, il y a un problème. Parce que je l'ai dit, redit et re-redit. Même quand j'ai cité Haïdar, j'ai dit que je citais Haïdar. Donc à un moment donné, ça ne peut pas être plus clair. Tout simplement parce que je pense que c'est primordial pour être juste. Et moi, la justice, c'est une notion qui est hyper importante pour moi. Je trouve qu'être juste, c'est pas forcément simple, mais c'est une qualité qui est hyper importante chez l'être humain. C'est important de rendre à César ce qui appartient à César.
si vous participez à mes programmes, et ça vaut aussi pour les contenus gratuits, mais on fait aussi le tri entre ce qu'on propose gratuitement et ce qu'on propose dans des programmes, justement parce qu'on sait très bien que dans des contenus gratuits, c'est public, il y a plus de chances, il y a plus de risques que des personnes se l'approprient, s'en inspirent trop fortement, etc. Si vous partagez un de mes concepts, une de mes méthodes, etc., et encore plus quand c'est quelque chose qui vient d'un de mes programmes, bon déjà, en ce qui concerne les programmes, c'est pas partageable. C'est prévu dans les CGV, on peut pas diffuser, on peut pas partager le contenu des programmes. Alors il y a des personnes qui comprennent que le contenu des programmes, c'est juste les vidéos, c'est-à-dire ne pas partager les vidéos. Non, le contenu des programmes, c'est tout. C'est les idées, les concepts, la méthode, la structure, les exemples, tous les supports, toutes les ressources, c'est tout en fait. C'est les mots, c'est les illustrations, c'est les phrases, c'est absolument tout. On ne peut pas partager tout ce qu'il y a à l'intérieur du programme. Les exercices, j'ai oublié de le mentionner aussi, tout ça, on ne peut pas le partager. Si vous voulez évoquer quelque chose dans un contenu, dans un programme à vous, peu importe, sur des réseaux, peu importe. Si vous voulez évoquer quelque chose, un concept, une méthode qui vient de moi, vous devez me demander l'autorisation avant. Par rapport au CGV, par rapport à la loi. Si je ne vous donne pas mon autorisation, vous n'allez pas pouvoir le publier, le partager légalement. Ça va devenir illégal. Et vous devrez, si je vous donne l'autorisation écrite, si je vous donne l'autorisation de le partager, il faudra me mentionner. C'est-à-dire qu'il faudra dire que la méthode vient de moi, que vous l'avez appris dans tel programme, mettre le lien, nanani, nanana. Comme on le ferait avec un auteur, et comme nous on le faisait, enfin moi j'ai appris à le faire, à la fac. C'était vraiment un point hyper important pendant mes études. C'est là où on m'a le plus parlé du plagiat, parce qu'on était amené, enfin moi en tout cas dans mes études, j'étais amenée à beaucoup écrire des essais, j'ai fait un mémoire, etc. Donc voilà, c'est hyper strict à ce niveau-là. Il y a des règles de report, tout simplement, des règles pour signaler que quelque chose vient de quelqu'un d'autre, quoi. Il faut mentionner très clairement les sources, ça c'est impératif, et si on ne suit pas ces règles-là, ça va être considéré comme du plagiat par l'école, par la fac, par l'académie, et dans le milieu académique, vraiment, ça rigole pas. C'est-à-dire que si on vous chope en train de faire du plagiat, que ce soit une faute, une maladresse ou volontaire, peu importe. C'est expulsion. Si ma mémoire est bonne, c'était expulsion. Vous étiez viré de l'école. Vous ne pouviez pas continuer votre cursus. Et vous étiez aussi interdit d'examen et de concours, il me semble, pendant quelques années. Je ne sais plus combien exactement, mais je crois que c'était 3-5 ans, quelque chose comme ça. Je ne sais plus si c'était 3 ou 5. Peut-être quelqu'un le sait et pourra le dire en commentaire. Mais vraiment, le plagiat, le fait de s'approprier les concepts, les idées, les phrases de quelqu'un d'autre, sans mentionner la source, sans mentionner la personne, c'était considéré comme étant très très grave. Et ça, je pense que beaucoup de personnes n'en ont pas forcément conscience, en fait. Sous couvert de « on réinvente pas la roue, on va pas réinventer toute la psychologie ou toute la psychiatrie, etc. » Donc on peut se permettre. Non, on peut pas se permettre. À partir du moment où ça vient de quelqu'un, ce sont des concepts, des méthodes, c'est le travail de quelqu'un qui est protégé par la propriété intellectuelle et qui en plus a été délivré dans un espace personnel et que ça ne devait pas être publié, non, on ne peut pas le publier, c'est illégal. Donc à chaque fois qu'on mentionne la méthode de quelqu'un, qu'on mentionne des concepts qu'on a découverts chez quelqu'un, ou même une vision des choses différente, quelqu'un qui a conceptualisé quelque chose, c'est un peu ce que j'ai fait moi à l'époque avec le sujet que je traitais. J'ai apporté entre guillemets une troisième, il y avait 2 courants de pensée principaux, et j'ai apporté entre guillemets un peu une troisième
une troisième version, on va dire, troisième vision. Et j'étais pas non plus la seule à avoir ces pistes-là. Hein. Mais, en tout cas, dans le milieu francophone, j'ai été la première à parler de ça et à le conceptualiser. À partir de là, si vous reprenez ça, c'est obligatoire de me mentionner. Sinon, c'est du plagiat. Je sais que, voilà, c'est pas forcément fun ou c'est pas forcément, évident pour tout le monde de le concevoir, mais c'est comme ça, c'est la loi. Se faire voler son travail, il n'y a aucun doute là-dessus, c'est violent. C'est hyper violent. Comme je vous ai dit, c'est difficile de décrire le sentiment qu'on ressent. C'est un peu, comme si on nous avait planté un couteau dans le ventre, un couteau dans le dos, ce que vous voulez. C'est violent. Mais je pense que le pire, ce serait de laisser passer. Parce que c'est aussi ce que je voulais vous transmettre dans cet épisode-là. C'est que chacun aura sa perception des choses. Moi, évidemment, vous le savez, c'est pas mon style de vous imposer de faire quoi que ce soit. Certainement pas. Et peut-être que certaines personnes pourraient ne pas forcément être d'accord avec moi sur comment j'ai géré la chose. Je reste dans mon droit, entamer une procédure juridique, c'est totalement... j'en ai totalement le droit, et certains considéreront que j'en ai même le devoir, puisque c'est dans les conditions générales de vente, c'est la loi, c'est normal de le faire, et ça peut même être considéré comme un devoir. Mais certaines personnes, je pense, pourront éventuellement penser que t'aurais pu laisser couler, quoi. Mais le truc, c'est que si je laisse couler, j'incarne pas ce que je vous enseigne. À savoir l'estime de vous, l'estime de votre travail et le respect de vous-même. Parce que si vous respectez le travail que vous avez fait, vous vous respectez. Et le respect de vos limites aussi. Parce que quand on dit aux gens, par rapport à ce que j'ai fourni et par rapport à ce qui m'appartient en fait, ma propriété intellectuelle, etc., il y a des limites à ne pas franchir. Et elles sont clairement posées, dans les CGV notamment. Si vous laissez quelqu'un, c'est mon avis, si vous laissez quelqu'un piétiner ça, si une personne ne respecte pas cette limite et que vous ne faites rien, qu'est-ce que ça dit de vous ? Qu'est-ce que ça dit du niveau de respect que vous avez pour vous-même ? Qu'est-ce que ça dit du niveau d'estime que vous avez pour vous-même et pour votre travail ? Dans ma position, je suis désolée, mais je ne peux pas laisser passer. Et je pense qu'il faut qu'on arrête d'avoir honte de poser certaines limites et de les faire respecter, parce que c'est pas tout de dire tu peux pas faire ça, ça c'est pas légal, ça c'est la règle, c'est ça. Mais si quand il y a quelqu'un qui enfreint la règle, on ne fait rien, à la limite, je vois pas à quoi ça sert d'avoir posé la limite, quoi. Je pense qu'il faut qu'on arrête d'avoir honte de dire ça m'appartient, c'est ma propriété intellectuelle, c'est mon travail. Ma limite par rapport à ça, c'est ça. Et en fait, parce que ça m'appartient, c'est ma propriété, machin bidule, et toi, je suis désolée, mais tu n'as pas de droit dessus. Tu ne peux pas faire ce que tu veux avec. Et le fait d'avoir participé à un programme, ou le fait d'avoir lu un livre, ou le fait d'avoir écouté une musique, d'avoir même travaillé sur un plateau pour un film ou peu importe, ça nous donne pas le droit de copier ce à quoi on a participé ou ce dont on a pris connaissance ou ce qu'on a appliqué même nous-mêmes dans notre vie. On peut être bienveillant et quand même à un moment donné se dire que là en fait si on fait rien, on se laisse marcher dessus, on se laisse piétiner. On dit ok, les règles c'était ça, tu les as pas respectées, c'est pas grave, vas-y. Bon. Et ça c'est pas possible. À un moment donné, la limite est franchie et il faut faire quelque chose. À un moment donné, la limite est franchie, à ce moment-là, il faut faire quelque chose. Pour moi, c'est à la fois une question de justice
Et une question de montrer l'exemple. Montrer l'exemple en tant que quelqu'un qui impose ses limites et qui les fait respecter. Et montrer l'exemple en tant que quelqu'un qui tient parole. Parce que j'ai toujours mis dans mes conditions générales de vente que la diffusion ou la copie de mes contenus était interdite. Ce qui, je le rappelle pour la 150e fois, est totalement raccord avec la loi. Parce que c'est ce que la loi prévoit. Si je tiens parole, si j'incarne ce que j'enseigne, dès que je chope quelqu'un qui est en train de le faire, j'applique la procédure qui est prévue. Et c'est pour ça que je profite aussi de cet épisode pour être ultra clair sur ce point-là et pour rappeler, pour bien expliciter à tout le monde que je suis intransigeante sur ce point-là. Et évidemment, mais ça après, c'est vous qui verrez, mais je vous invite à être aussi intransigeant là-dessus. Je vous invite à protéger et à défendre votre travail sans tomber dans la parano non plus. Attention, c'est pas ça qui va me faire tomber dans la parano, hein. Mais c'est important pour votre estime de vous, pour le message que vous envoyez à votre cerveau, à mon sens, de vous respecter en faisant respecter ces limites-là, en faisant respecter la loi, les conditions, etc. Et je vous invite, mais après c'est juste une invitation, vous n'êtes pas obligé de l'accepter, mais je vous invite à être intransigeant là-dessus, parce que c'est pas juste une question de contenu, Voilà, c'est pas juste une question de ça, c'est même pas juste une question de travail, c'est une question d'estime de vous, de respect de vous, de vos valeurs, de vos limites, et c'est hyper important. Et puis je pense que c'est important aussi, moi je tiens aussi à ce point-là, c'est que mes programmes, alors certains ont pu être assez accessibles, voire même très accessibles, surtout au début, mais j'ai eu des programmes, et j'aurai des programmes, qui vont représenter un certain investissement. Je propose à mes clients un contenu qui est premium, qui est exclusif. Si les gens investissent certaines sommes, des grosses sommes, pour un contenu, sachant que d'autres derrière se permettent de le partager gratuitement ou à moindre coût, ça ne sera jamais exactement la même chose comme on l'a vu, hein. Ça ne sera jamais au même niveau, mais moi je trouve ça pas réglo et je trouve ça pas juste pour mes clients. Mes clients ont accès à un contenu exclusif, c'est pas pour que ça se retrouve je sais pas où, un peu partout. Non. C'est aussi pour ça que pour moi, ça doit rester dans l'espace personnel et ça doit pas être partagé. Parce que je propose aussi de l'exclusivité à mes clients. Donc c'est aussi injuste pour eux, je trouve. Et si je ne fais rien, c'est cautionner quelque chose qui est injuste envers mes clients. Et ça, c'est pas dans mes valeurs. Je profite de cet épisode, d'ailleurs, pour remercier toutes les personnes qui m'ont soutenue pendant tout cet épisode, notamment ma mère qui m'a accompagnée dans mes démarches, toutes les personnes qui ont pu me conseiller et qui ont pu me soutenir. Steph, toi-même tu sais. Voilà, mes amis, etc., tous ceux qui ont été là. Vraiment, sachez que votre aide et votre soutien, ça a été vraiment énorme. Et je ne le minimise pas et je ne le sous-estime pas. Donc on va continuer à se battre. Hein. La suite, c'est quoi ? C'est on va continuer à se battre. Que ce soit sur cette affaire-là, c'est que le début, hein. Mais on va continuer à se battre contre le plagiat, la copie, la contrefaçon en règle générale. En tout cas, au niveau personnel et au niveau émotionnel, pour moi, ça va mieux. Je vous mentirais si je vous disais que je ressentais plus du tout cette injustice. Le préjudice moral, il est là et il sera toujours là. Hein. Ça marque, en fait, ce genre de choses et ça va rester. Maintenant, comme je vous l'ai expliqué
dans l'épisode, je préfère, plutôt que de ruminer sur des émotions qui font mal, comme la colère, la haine, etc., je préfère me tourner vers comment on peut transformer ça, qu'est-ce qu'on peut retirer de ça pour l'avenir. Je préfère me tourner vers des shifts et des émotions plus... je préfère faire en sorte, comme je vous ai invité à le faire ici, que ça me pèse pas en fait au quotidien et que j'en souffre pas au quotidien. C'est vraiment quand même l'objectif principal. Et du coup, je préfère me concentrer sur le fait de transformer ça en un moteur pour la suite, pour ce que je m'apprête à créer aussi. Je veux vraiment en faire une force. Et là, le fait, moi, de reprendre conscience du travail que j'avais fourni, de ce que j'avais fait, ça m'a redonné une force et une impulsion pour la suite. Et comme je vous le disais, ça me donne envie d'être encore plus créative, de sortir encore plus des sentiers battus, de créer même à la limite des méthodes et des exercices de toutes pièces. Et là, on ne pourra pas me les voler. On ne pourra pas, on pourra pas prétendre que ça ne vient pas de moi parce qu'il y aura mon empreinte très claire dessus. J'ai envie d'aller inventer d'autres trucs. En fait, j'ai vraiment... sans bien sûr, en faire tout un cheval de bataille. Mais ouais, ça m'a motivée à pas me laisser faire, en fait. Et à faire encore plus et à faire encore mieux. Dans le sens de encore plus nouveau, encore plus créatif, etc. Et évidemment, ça m'a inspirée à aller encore plus loin dans la protection de tout ça. Parce que maintenant, j'ai vraiment encore plus saisi la qualité et le... Je trouve pas le mot, le côté précieux, en fait, de ce que j'ai créé. C'est vraiment précieux, en fait, pour moi. Et je me dis que maintenant, j'ai envie de protéger ça encore plus, donc je vais être encore plus vigilante là-dessus. Il y a des process qui vont un petit peu changer en interne pour renforcer la sécurité à ce niveau-là. Mais en tout cas, s'il y a des choses que je dois vous communiquer, je pense notamment à mes clients ou futurs clients, s'il y a des choses que je dois vous communiquer, je communiquerai là-dessus quand ça sera en place. Mais je pourrais pas en fait résumer ce que je veux que vous reteniez de cet épisode parce qu'il y avait énormément de choses. Enfin, l'épisode va être très long, je pense. Mais j'ai envie de résumer par ce truc de soyez fiers de ce que vous avez fait. Il y a peut-être des gens qui vont se dire que je manque d'humilité avec le discours que j'ai. Et c'est un peu normal parce qu'on vous a appris que quelqu'un qui était fier de son travail et qui reconnaissait la qualité de son travail, c'était quelqu'un qui manquait d'humilité. On vous a un peu retourné le cerveau sur cette notion d'humilité. Du coup, maintenant, vous voyez pas les choses comme elles sont. Donc, je vous en veux pas à la limite. Mais c'est pas un manque d'humilité que d'être fier de soi, que de reconnaître le travail qu'on a fourni et l'impact qu'on a créé. Et la créativité dont on a fait preuve, l'investissement qu'on a eu, c'est pas manquer d'humilité, à mon sens. N'ayez pas de retenue en fait par rapport à ça. Soyez fiers de votre parcours, de ce que vous avez fait. Surtout, si vous avez fait tout ça en étant totalement réglo, parce que on peut pas en dire autant de tout le monde, la preuve étant. Donc si vous êtes resté droit dans vos baskets, dans la légalité, dans l'éthique, dans la morale, dans le respect, et que vous vous êtes investi, vous avez créé des trucs, j'allais être vulgaire, j'allais utiliser une expression vulgaire, que vous êtes sorti des sentiers battus, voilà, soyez fiers de ça en fait. Ne minimisez pas ce que vous avez fait. Soyez fiers. Reconnaissez quand c'est bien. Reconnaissez
quand c'est précieux, en fait, ce que vous avez fait. Et vous n'êtes pas dans l'abus parce que vous protégez ce qu'il y a de précieux pour vous. Vous avez bossé pour, en fait. Vous vous êtes investi pour ça. Il y en a même peut-être, vous en avez chié. Enfin, moi, je sais qu'il y a eu des périodes, c'était pas simple. Donc, vous êtes tout à fait légitime de poser vos limites, de protéger ce qui vous appartient et ce que vous avez fourni, le travail que vous avez fourni. Et vous êtes totalement légitime et soyez fiers de ça. Et ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas faire. Il y a des personnes dans des litiges, on va dire, ils sont quand même, quand ils sont en tort, je veux dire, des personnes qui sont en tort, ils sont quand même assez coopératifs et ils le reconnaissent et voilà. Moi, je suis pas dans ce cas de figure-là. Ce qui rajoute une difficulté supplémentaire. Mais vous croyez que je vais me laisser faire malgré ça? Non. Les faits sont les faits. Les preuves sont accablantes. Ça ne fait de doute pour personne, en fait. Donc à un moment donné, quand vous savez qu'il y a quelque chose qui est fait, entre guillemets, contre vous, et que vous devez vous défendre de ça, vous êtes dans une position où vous êtes légitime de vous défendre, défendez-vous, vraiment. Et on s'en fout à la limite de ce que les autres vont en penser, ah oui, mais tu vas pas aller porter plainte pour ça. Bon, heureusement, personne ne m'a dit ça. Mais en fait, à la limite, on s'en fiche. Parce que je sais qu'il y en a parmi vous, vous avez un entourage qui est pas forcément tout le temps très compréhensif et bienveillant. On s'en fiche, en fait. Vous êtes légitime, vous avez le droit. Pensez à ce que ça veut dire en termes d'estime de vous, en termes de respect de vous-même. Vous avez le droit de protéger ce que vous avez fait, vous avez le droit d'être fier de vous. C'est pas un manque d'humilité. Et au contraire, vous allez voir que vous allez vous respecter vous-même encore plus. Vous allez apprécier ce que vous faites encore plus et ce que vous avez fait encore plus à sa juste valeur. Et les autres aussi autour de vous vont vous respecter encore plus en retour. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, si vous voulez échanger avec moi sur n'importe quel des points que j'ai pu évoquer, je vous en dirai plus. Je ne pourrai pas vous dévoiler beaucoup de détails sur l'affaire en cours parce que, évidemment, pour des raisons juridiques, je ne peux pas vous donner... je ne peux pas partager certains détails. Mais par contre, par rapport à tout ce que j'ai pu évoquer là, plus sur la partie état d'esprit, etc., n'hésitez vraiment pas à me poser vos questions et, évidemment, comme d'habitude, à me faire vos retours en commentaire. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.